En traversant le terminal VIP de l'aéroport, Kofi déclina poliment l'offre d'utiliser le salon privé. Certains auraient pu trouver étrange qu'un homme possédant 12% des parts de la compagnie aérienne choisisse de voyager comme un passager ordinaire, mais Kofi avait ses raisons. Il savait que le vrai visage d'une entreprise se révélait dans la façon dont elle traitait ses clients réguliers, pas ses VIP. Son histoire personnelle résonnait encore dans chacun de ses choix. Né dans un quartier modeste d'Atlanta, fils d'une infirmière ghanéenne qui travaillait de nuit et d'un père absent, Kofi avait appris très tôt que l'apparence pouvait être trompeuse. Sa mère, Grace, lui répétait souvent « Mon fils, ta valeur ne se mesure pas à ce que les autres voient, mais à ce que tu construis. » Ces paroles avaient guidé son parcours extraordinaire. De l'enfant qui vendait des journaux pour aider sa famille, à l'étudiant brillant obtenant une bourse complète pour Harvard, jusqu'au financier visionnaire qui avait transformé un investissement modeste en un empire diversifié, Kofi n'avait jamais oublié ses racines. La première classe était paisible lorsque Kofi s'installa au siège 3A. Le vrombissement distant des moteurs créait une ambiance feutrée, presque méditative. Il sortit son ordinateur portable, prêt à travailler sur son dernier projet, la transformation d'une ancienne zone industrielle en un complexe de logements abordables et d'espaces verts. C'est alors que Marie Lambert, l'hôtesse de l'air, s'approcha. Son sourire professionnel se crispa imperceptiblement en voyant Kofi. Il reconnut immédiatement ce regard, celui du doute, du préjugé à peine voilé. Après 3 décennies dans le monde des affaires, il avait développé un 6e sens pour détecter ces micro-agressions. « Excusez-moi, monsieur, commença-t-elle d'une voix où perçait une condescendance à peine masquée, puis-je voir votre billet ?» Kofi nota mentalement qu'elle n'avait pas fait la même demande aux autres passagers de première classe. Avec une courtoisie calculée, il tendit son billet, observant la surprise mal dissimulée de Marie devant le document en règle. Ce qui suivit fut une démonstration classique de ce que Kofi appelait le syndrome de l'incrédulité. Marie multiplia les vérifications, les questions, les sous-entendus, jusqu'à ce moment fatidique où, frustrée par son calme imperturbable, elle perdit son sang-froid et le gifla. Le bruit de la gifle résonna dans la cabine comme un coup de tonnerre. Le temps sembla se figer. Les autres passagers retinrent leur souffle, certains détournant le regard, d'autres fixant la scène avec une fascination morbide. Kofi ne réagit pas immédiatement. Il ferma les yeux un instant, revivant en une fraction de seconde des dizaines de situations similaires, le vigile qui l'avait suivi dans une boutique de luxe, le maître d'hôtel qui avait tenté de le rediriger vers l'entrée de service, le banquier qui avait ri quand il avait présenté son premier plan d'affaires. Lentement, il se leva, dominant la scène de sa stature imposante. Sans un mot, il sortit son téléphone et composa un numéro. Marie, encore tremblante de colère, ne réalisait pas encore qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Pendant qu'il attendait dans le cockpit, Kofi repensa à son parcours. À Harvard, il avait été l'un des rares étudiants noirs de sa promotion en finance. Ses camarades assumaient souvent qu'il était là grâce à la discrimination positive, ignorant ses notes exceptionnelles et son parcours brillant. Cette expérience l'avait poussé à développer ce qu'il appelait sa stratégie du silence productif. Au lieu de réagir impulsivement aux préjugés, il transformait chaque incident en opportunité de changement systémique. Son premier grand succès était venu quand il avait racheté et transformé une banque qui lui avait refusé un prêt 10 ans plus tôt. Non par vengeance, mais pour en faire une institution modèle en matière d'équité et d'inclusion. Sous sa direction, cette banque était devenue leader dans le financement de projets portés par des entrepreneurs issus de minorités. L'annonce dans l'avion fut chirurgicale. Kofi ne cherchait pas l'humiliation publique de Marie, mais une leçon plus profonde. Quand il prit le micro, sa voix était posée, presque douce. « Mesdames et messieurs, je suis Kofi Mensah, membre du conseil d'administration de cette compagnie aérienne. Aujourd'hui, nous avons tous été témoins d'un incident regrettable qui reflète des problèmes plus profonds dans notre société. La discrimination n'est pas toujours spectaculaire, elle se cache souvent dans les petits gestes, les regards, les suppositions. » Il marqua une pause, laissant ses mots résonner dans la cabine silencieuse. « Je ne suis pas ici pour punir, mais pour transformer. À partir de demain, cette compagnie lancera un nouveau programme de formation obligatoire pour tout son personnel.
Nous créerons également un fonds spécial pour financer des bourses destinées aux jeunes issus de milieux défavorisés qui souhaitent travailler dans l'aviation. Les jours qui suivirent l'incident furent intenses. L'histoire fit le tour des médias, devenant un symbole de la lutte contre les discriminations ordinaires. Kofi reçut des milliers de messages de soutien, mais aussi des témoignages poignants de personnes ayant vécu des situations similaires. Il transforma cette attention médiatique en opportunité. Dans une série d'interviews soigneusement choisies, il parla non pas de l'incident lui-même, mais des changements structurels nécessaires dans le monde des affaires. Il annonça la création d'un institut dédié à la promotion de la diversité dans les entreprises, financé par sa fondation personnelle. Marie Lambert fut suspendue, puis licenciée après une enquête interne. Mais Kofi insista pour qu'elle reçoive une proposition inattendue, la possibilité de suivre une formation en gestion de la diversité et de travailler ensuite pour son institut. La transformation, disait-il souvent, commence par la reconnaissance de nos propres préjugés. Un an après l'incident, Kofi inaugura le Centre Mensa pour l'équité et l'innovation sociale. Le bâtiment, situé dans son ancien quartier d'Atlanta, abritait non seulement des programmes de formation, mais aussi un incubateur pour entrepreneurs issus de minorités et un centre de recherche sur les discriminations systémiques. Dans son discours d'inauguration, il évoqua sa mère, décédée quelques années plus tôt. « Ma mère m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous transformons. » Chaque acte de discrimination peut devenir une opportunité de changement, chaque obstacle peut se transformer en tremplin pour le progrès. Le programme de formation qu'il avait initié dans la compagnie aérienne était devenu un modèle, adopté par des dizaines d'autres entreprises. Les statistiques montraient une réduction significative des incidents discriminatoires et une amélioration de la satisfaction client. 2 ans après l'incident, Kofi prit à nouveau l'avion en première classe. Cette fois, l'hôtesse qui l'accueillit était une jeune femme qui avait bénéficié d'une des bourses créées après l'incident. Elle le reconnut immédiatement, non pas pour sa richesse, mais pour ce qu'il avait accompli. « Monsieur Mensa, dit-elle avec un sourire sincère, c'est un honneur de vous avoir à bord. Votre histoire a changé ma vie et celle de nombreuses autres personnes. » Kofi lui rendit son sourire, pensant à sa mère et à tous ceux qui l'avaient précédé dans cette lutte. Le vrai changement, il le savait maintenant, ne venait pas des grands gestes, mais des petites transformations quotidiennes, de la patience de ceux qui refusent de laisser la colère l'emporter sur l'espoir. Alors que l'avion décollait, il sortit son ordinateur portable pour travailler sur son prochain projet, un programme national de mentorat pour les jeunes entrepreneurs issus de minorités. Le combat continuait, différent mais toujours aussi nécessaire. Dans sa serviette, à côté de son ordinateur, se trouvait une vieille photo de sa mère devant leur maison d'Atlanta. Sur le dos, de son écriture soignée, elle avait écrit « Mon fils, souviens-toi toujours que la vraie grandeur n'est pas dans la hauteur que tu atteins, mais dans le nombre de personnes que tu élèves avec toi. » Kofi Mensa avait transformé un moment d'humiliation en un mouvement de changement. Son histoire était devenue un symbole, mais pour lui, ce n'était qu'une étape dans une lutte plus large. Car comme il le disait souvent, le vrai succès n'est pas dans ce que nous accomplissons seuls, mais dans l'héritage que nous laissons aux générations futures.